tous, vous regardez So Digital, votre émission consacrée à l'ère du numérique. Souvenez-vous, nous avions terminé l'émission précédente en parlant de Big Data. Eh bien, ne zappez pas, nous allons justement en parler aujourd'hui. C'est Nicolas Brigaud de chez Soprasteria qui est mon expert du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour Victoria. Bon alors, comme toute émission, nous allons commencer par une définition. Expliquez-nous, qu'est-ce que le Big Data ? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre de ce concept, ce sont deux choses. La première, c'est comment gérer et stocker une quantité phénoménale de données. On appelle ça notamment un lac de données. Et la deuxième, c'est comment analyser et comprendre ces données. Alors, qui crée ces données ? D'où viennent-elles ? Est-ce que c'est vous, c'est moi, c'est nous qui créons ? Alors déjà aujourd'hui, c'est tout le monde qui crée ces données. Historiquement, les données venaient plutôt du monde de l'entreprise, notamment à travers de l'informatique de gestion ou de l'informatique embarquée. À partir des années 2000 et la généralisation d'Internet, il y a eu une forte croissance de la donnée au travers des réseaux sociaux, au travers du e-commerce, du numérique, les photos, les vidéos, les images que on fait tous. Et puis aussi, aujourd'hui maintenant, il y a une réelle explosion de la donnée avec les objets connectés. Alors, vous parlez donc de forte croissance, dites-moi un petit peu plus. Cette question n'est pas évidente, mais imaginons qu'on va prendre une photo de l'ensemble des données générées par l'humanité depuis sa création. 90% de ces données ont été générées ces 3 dernières années. 90%, c'est énorme, mais y a-t-il suffisamment d'espace pour stocker ? Eh bien, il y a 30 ans, on utilisait ce genre d'outil, cette disquette, pour stocker nos informations. Aujourd'hui, avec cette disquette, on ne pourrait même pas stocker une de nos photos. Ça a bien changé. Ça a changé, oui, effectivement. Maintenant, c'est des clusters, c'est des disques durs, enfin, il y a une vraie évolution. Maintenant, avec le Big Data, on peut stocker quasiment à l'infini, notamment en rajoutant des puissances de calcul et aussi des moyens de stockage. Le Big Data est vraiment une révolution technologique. Alors, j'imagine que cette production massive de données ne va pas s'arrêter demain. Vous avez parfaitement raison, notamment au travers des objets connectés. Comme l'a souligné Arnaud lors de la dernière émission, il va y avoir une réelle explosion des données avec ces objets connectés. Et on estime que dans 2 ans, on aura multiplié par 2 les données à l'échelle de l'humanité. Et à quoi ça sert de stocker toutes ces informations ? L'objectif du Big Data, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Revenons à la première émission où on a notamment évoqué les vaches connectées au Japon. Avec Thierry. Avec Thierry notamment, oui. Grâce à ces données capturées, on a pu identifier de façon sûre les 8 heures où une vache est fécondable. Au départ, on ne pouvait pas imaginer que c'est ça qu'on allait trouver avec ces données, donc on a stocké sans savoir réellement ce qu'on le cherchait et vraiment sans a priori. L'enjeu, c'est à travers de ces données de faire émerger du savoir et de la connaissance. Alors comment faire émerger cette connaissance ? Prenons l'exemple d'un de nos clients industriels qui fabrique des pièces électroniques. Son enjeu, il y a quelques mois, c'était d'augmenter sa capacité de production pour un de ses produits. Notamment en utilisant de manière un peu plus importante ses machines. La vraie difficulté et son enjeu majeur, c'est de garantir cette production, en termes de qualité et en termes de volume. Nous, notre offre de valeur, ça a été de l'accompagner pour essayer d'identifier les pannes potentielles, d'identifier les pièces défectueuses et de les éviter. Donc là, si je comprends bien, c'est vraiment de pouvoir anticiper une panne. Exactement. Toute sa chaîne de production est connectée depuis des années. Il connaît ses données par cœur, mais il avait vraiment du mal à identifier l'impact de l'augmentation de cette capacité de production sur ses machines et donc les conséquences. On a donc essayé de corréler les informations en lien à un défaut de fabrication ou aux machines en panne pour essayer vraiment de comprendre les risques. On a notamment aussi essayé de croiser les données avec des données externes à sa production, notamment la météo, notamment la température, pour essayer de voir si le réchauffement d'une pièce a vraiment une conséquence par rapport à sa fabrication et a engendré des défauts. Une pièce ou une panne défectueuse, c'est ce que l'on appelle un signal fort. Tout l'enjeu et tout notre travail, c'est essayer d'identifier ces signaux faibles, symptomatiques de ce signal fort. C'est grâce à un algorithme qu'on a essayé de trouver ces systèmes-là, et notamment, un des exemples que j'ai, c'est qu'une des machines, on a vu qu'elle commençait à se dérégler au bout de 1000 pièces produites. Et donc, on a essayé de la mettre sous indicateur, et on alertait un technicien quand il fallait travailler dessus. C'est ce qu'on appelle vraiment de la maintenance prédictive. Alors, ce que vous me dites, ça paraît un petit peu complexe. Dites-moi un petit peu plus.
C'est un travail vraiment compliqué, mais toute la complicité, c'est vraiment de gérer ces données de manière identique pour faire émerger et analyser ces signaux faibles. À l'aide notamment du machine learning et, comme on l'a déjà évoqué, de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est possible dans d'autres secteurs d'activité ? Oui, on réalise ce genre de projet chez d'autres de nos clients dans des secteurs comme la banque, l'industrie, l'aéronautique, le transport, et avec des usages un peu différents. D'accord. Est-ce qu'il faut retenir du coup ? Ce qu'il faut retenir, c'est que ces approches sont vraiment en rupture par rapport au passé. Avant, on essayait de constater le passé. Aujourd'hui, on essaye d'anticiper le futur et surtout, on essaye de trouver quelque chose sans savoir au départ vraiment ce que l'on recherche. Alors, avec cette rupture, est-ce qu'il n'y aurait pas l'émergence de nouveaux métiers ? En effet, notamment sur l'analyse des données. Il y a des métiers anciens comme les data miners, qu'on appelle aujourd'hui les data analystes, et les data scientists, qui ont un vrai rôle pour extraire de ces données le savoir et les comprendre. Ils réalisent notamment des algorithmes, comme on a vu dans l'exemple précédent, et c'est vraiment un métier d'avenir et très important. Dans nos équipes, nous privilégions les data consultants. Comme les data scientists, ils sont vraiment capables de plonger dans la donnée et de les comprendre. Mais en même temps, ils ont vraiment une préoccupation, c'est de comprendre les enjeux de l'entreprise, les préoccupations métiers, et ils ont une vraie sensibilité à la notion d'usage. Alors, merci Nicolas. En parlant de ces nouveaux métiers, je vous propose de regarder un reportage qui a été tourné lors du dernier congrès Big Data. C'est avec Michel Sebag sur la data science et c'est un reportage réalisé par Damien Decran. Les 6 et 7 mars dernier se tenait à Paris le salon Big Data, rendez-vous devenu incontournable qui rassemble chaque année plus de 10 000 participants, qu'ils soient experts, utilisateurs, fournisseurs, chercheurs ou institutionnels. Présent pour Soprasteria, Michel Sebag nous explique la data science et le rôle du data scientist. La data science, c'est toute l'analyse de données qui va permettre de pouvoir prédire, anticiper, comprendre les comportements, que ce soit des hommes, que ce soit des machines. Il y a plein de domaines d'application en fait, de la data science dans tous les secteurs d'activité. De manière très traditionnelle, dans la banque, c'est utilisé. On sait depuis très longtemps, par exemple, prédire le risque qu'un prêt ne soit pas remboursé ou qu'il soit remboursé. Tout ce qui est reconnaissance d'image, tout ce qui est reconnaissance de voix, tout ce qui est reconnaissance de texte aussi, tout ce qui va tourner autour de la fraude, des moteurs de recommandation que vous pouvez trouver aussi sur des sites de e-commerce par exemple. Le data scientist, la première chose qu'il doit faire, c'est d'abord comprendre le besoin de son client. Il est là pour comprendre effectivement une problématique. Donc il doit être en mesure de bien comprendre cette problématique. Après, il va avoir besoin de données. Une bonne partie de son travail, ça va être de préparer, de travailler sur ces données pour en faire une base de travail et de modélisation, d'apprentissage. Et à partir de là, il va pouvoir construire des modèles, des algorithmes prédictifs ou cognitifs. Dans un contexte de maturité croissante du big data, alors que les entreprises produisent des gisements de données en extension permanente, le data scientist devient indispensable à la transformation digitale des sociétés. Les entreprises n'auront désormais d'autre choix dans les années à venir que de s'arracher ces stars du digital. Jacques Saraderian, enseignant-chercheur de l'école CPE Lyon, vient nous retrouver. Bonjour Jacques. Bonjour. Bien, alors il y a beaucoup d'activités et une recherche constante de profils data, si je ne me trompe pas. Alors tout à fait, il faut savoir que ce qu'on attend pour 2020, c'est plus de 120 000 emplois qui vont être créés autour des métiers à la fois de data scientist et data analyst, ce qui représente par an entre 2 000 et 3 000 nouveaux emplois à pourvoir dans ces domaines. Ce qui est énorme. Tout à fait. Et comment former de nouveaux acteurs sur le marché ? Comment créer les ingénieurs de demain ? Alors, vis-à-vis de l'apprentissage du big data, on ne va pas nécessairement effectuer une spécialisation en tant que telle. On va effectivement modéliser des cours autour du big data dans un contexte métier pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'usage du big data, tout en s'adossant sur des compétences transverses qui sont transmises dans d'autres modules, comme le data mining, l'IoT et bien sûr la sécurité. Il faut savoir s'adapter. Complètement. Mais comment les écoles sont-elles à jour sur cette révolution digitale ? Alors, pour arriver à garder, le rythme d'une transformation rapide et constante du numérique, les écoles s'adossent sur des laboratoires de recherche, donc sont associés à des laboratoires de recherche, et une partie de leurs enseignants font également de la recherche. Donc on a des enseignants-chercheurs qui vont pouvoir
échanger avec les étudiants leur spécialité, leur domaine de compétences très pointu, très théorique, comme par exemple, pour nous à CEP Lyon, nous avons un laboratoire de recherche associé en robotique, et le big data dans la robotique est essentiel pour pouvoir reconnaître des objets ou même anticiper des trajectoires. Mais en dehors de la théorie, comment faites-vous pour créer les ingénieurs de demain ? Alors, on va aussi s'accompagner de partenaires industriels, comme notamment avec Soprasteria, dans lesquels on a pu mettre en place, certes, leur savoir-faire, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec des problèmes concrets et des éléments à aborder, mais également une méthodologie de travail qui va être différente, par le biais notamment d'agilité ou de méthodes de co-design. Au cours de ces formations, nous avons notamment mis en place un hackathon. C'est un processus créatif très utilisé dans l'innovation numérique. On a demandé aux étudiants en 8 heures de créer la solution technique liée à l'usage qu'ils ont choisi. Ça a été vraiment très stimulant, ils ont été accompagnés notamment par des experts. Et alors Jacques, dites-moi, quelles sont les qualités requises ? Alors, en quelques mots pour, je dirais, l'ingénieur du futur, il faut avant tout être capable de s'adapter, d'apprendre sans cesse. On voit que la transformation digitale ne cesse d'évoluer et l'ingénieur du futur devra aussi s'adapter, donc toujours être à la recherche de nouveaux concepts et commencer à anticiper les futurs besoins. Voilà, et vraiment rapidement, vous Nicolas, quel type de profil recherchez-vous ? Eh bien, on recherche vraiment des acteurs qui sont curieux, qui sont surtout capables de se remettre en question et qui sont ouverts à ces nouveaux métiers, mais quand même, ces métiers vont quand même évoluer, donc vraiment une curiosité très forte. Donc si je comprends bien, vraiment le mot-clé, c'est l'adaptation. Merci à vous deux de nous avoir éclairés sur ces futurs métiers. Vous qui nous regardez, il y a donc de la place à prendre sur le marché de l'emploi. Nicolas, un petit mot de la fin ? Eh bien, le big data est une possibilité de mieux appréhender notre environnement et en permettant d'améliorer notre savoir et nos connaissances. Comme tout concept et pour toute société qui souhaite l'utiliser, il est important de mettre en place des organisations et des stratégies autour de la data et de respecter notamment tout ce qui est réglementaire par rapport à la protection de la donnée personnelle. Encore une fois, merci à tous les deux d'être venus, de nous avoir éclairés sur le big data et aussi sur les métiers de demain. Eh bien, c'est à vous de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag SoDigital. On se retrouve le mois prochain avec une nouvelle émission. Nous vous parlerons du digital dans le sport. Restez avec nous parce qu'on vous réserve une très belle surprise. À bientôt.